Votre magazine est préparé en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement. Bonjour à tous, derrière moi vous voyez le voilier Tara qui fait escale cette semaine à Nouméa après avoir parcouru près de 50 000 km. Il est parti il y a 18 mois du port de Lorient en Bretagne avec à son bord une expédition scientifique pour étudier le corail dans le Pacifique. Aujourd'hui l'expédition est à mi-parcours, près de 15 000 échantillons ont été prélevés avec l'objectif à terme d'en prélever 35 000. Pour qui sont ces échantillons? À quoi vont-ils servir? On embarque tout de suite à bord du Tara pour poser ces questions au directeur scientifique de l'expédition. Nous sommes à bord du Tara qui est amarré cette semaine à Port-Moselle, à Nouméa, en compagnie de Serge Plane, directeur scientifique de l'expédition Tara. Serge Plane, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à bord. C'est un plaisir. L'expédition Tara dure 2 ans. Une centaine de chercheurs sont mobilisés. Comment est-ce qu'on organise une expédition comme celle-là? C'est tout d'abord un challenge dès le début, c'est de savoir si on va être capable finalement de la mettre en œuvre. C'est presque 2 ans de travail avant, c'est réfléchir dans un premier temps à la question scientifique, parce qu'il faut avoir une question scientifique globale qui puisse se mettre en œuvre à l'échelle du Pacifique. Et puis ensuite, une fois qu'on a cette question scientifique, voir finalement les outils techniques, scientifiques que l'on a besoin, et puis ensuite prendre contact avec les partenaires pour leur proposer d'intervenir sur tel domaine ou tel autre domaine en termes de recherche. Donc c'est vraiment à la fois combiner le côté technique, le côté scientifique, bien sûr en commençant par une question scientifique, par la science, et puis ensuite le combiner avec le technique et travailler avec l'ONG Tara sur le côté médiatique, sur le côté communication. On va travailler sur le récif corallien, quels vont être les messages que l'on veut faire passer, parce que Tara c'est une opération scientifique, mais c'est aussi une opération de communication pour la conservation des océans, pour la conservation des écosystèmes, et donc il y a le mélange entre ces 3 aspects qu'il faut gérer. Et combien d'équipes scientifiques finalement vous avez contacté pour monter cette expédition? Là on est une vingtaine de laboratoires différents, mais c'est une équipe internationale. Vous avez des gens en Allemagne, vous avez des gens aux États-Unis, vous avez des gens en Arabie Saoudite, en France bien entendu, en Angleterre, au Japon, donc c'est assez international, avec chacun qui amène sa spécificité et ainsi avoir une complémentarité, parce que l'objectif c'est pas que les gens fassent la même chose et qu'on empile finalement les mêmes compétences, mais justement d'avoir une complémentarité pour arriver à un objectif global et à appréhender vraiment cette question globale. Alors on reviendra sur les aspects scientifiques, mais peut-être avant, vous vivez une partie du temps à bord pendant l'expédition. Comment ça se passe finalement la vie à bord avec ces chercheurs qui viennent à tour de rôle? Alors le Tara c'est déjà un bateau particulier parce que c'est 16 membres d'équipage, c'est 16 personnes à bord, 7 membres d'équipage et 7 scientifiques. Et contrairement à la plupart des bateaux scientifiques, c'est un bateau où l'équipage et l'équipe scientifique travaillent ensemble pour la recherche, mais travaillent ensemble aussi pour le bateau, travaillent ensemble pour faire le repas, pour servir le repas, pour monter les voiles quand il y a besoin, ou travaillent ensemble pour échantillonner, aller sur le lagon, plonger. Et donc finalement, on n'est pas dans un système où les 2 équipes sont séparées, on est vraiment sur une seule équipe. Donc ça, c'est une approche un peu originale. Après, eh bien, évidemment, sur une expédition de 2 ans, il y a des rotations. Et donc, côté scientifique, on organise des rotations tous les 6 semaines, 8 semaines à peu près, pour que bien il y ait un changement et que l'on n'ait pas toujours les mêmes personnes. D'abord parce que beaucoup de monde veut participer. Et il est important que chacun se rende compte sur le terrain, sur le bateau, les contraintes que c'est cet échantillonnage, et puis aussi parce que rester trop longtemps sur le bateau, c'est une difficulté psychologique, morale par rapport à la famille et d'autres obligations. Alors on reviendra après sur ces questions d'échantillonnage, mais peut-être avant, cette expédition, on l'a dit, c'est étudier le corail dans le Pacifique. Alors très rapidement, quelles sont en gros les principales questions, ou la principale question, puisque vous disiez qu'il y avait une question scientifique à laquelle vous souhaitez répondre grâce à cette expédition? La principale question, ça a été de dire le corail vit en association avec beaucoup de micro-organismes, ce qu'on appelle des microbes, qui sont des bactéries, des virus, des champignons, et c'est quelle est la diversité de ces micro-organismes associés au corail, que l'on ne connaît pas du tout. Donc c'est finalement
revoir le corail, mais avec tous ces petits animaux qui vivent ensemble, tous ces symbiotes qui sont associés au corail, et de le voir dans un contexte nouveau, parce qu'on sait que ces organismes et ces microbes sont essentiels également à l'état de santé du corail en lui-même. Donc c'est revisiter finalement dans un contexte global le corail dans son environnement, dans l'eau, dans la colonne d'eau, dans son environnement également, avec tous ses partenaires finalement qui le maintiennent en bonne santé. Alors justement, pour faire ce travail-là, vous faites plein de prélèvements. Depuis le début de votre expédition, je crois près de 15 000 prélèvements ont été faits, prélèvements de corail, de poissons. Alors c'est un travail assez laborieux. On va voir tout de suite comment ça se passe. Tara continue sa route dans le Pacifique en jetant l'ancre dans l'archipel des Gambiers, en Polynésie française. Et comme à chaque étape durant cette expédition, l'équipe scientifique enchaînera les plongées pour étudier l'écosystème corallien autour de 3 espèces de coraux. En ce moment, les plongeurs sont sous nos pieds, ils viennent de débuter l'échantillonnage. Et grâce à ces masques qui permettent de communiquer sous l'eau, je vous propose de vous emmener découvrir le travail des scientifiques sous la surface. À rejoindre Becky Degerserber, microbiologiste à l'Université de l'Oregon, et Émilie Boissin, coordinatrice scientifique de l'expédition. Émilie, est-ce que vous pouvez m'expliquer parfois vous débutez chaque plongée, qu'est-ce qui se passe en dépit de protocole? Voilà, on voit que Becky est en train de prendre une photo pendant que moi je tiens le cadre qui va nous permettre de mesurer la colonie tout à sur ordinateur. Si on prend aussi des notes sur, par exemple, l'espèce de laquelle il s'agit, mais aussi à quelle profondeur on l'a trouvé. Et une fois que vous avez identifié la colonie, quelle est la suite du protocole? Une fois qu'on a identifié la colonie, eh bien, à l'aide d'un marteau et d'un terrain, on va prélever des fragments qui vont permettre de faire les différentes analyses génétiques, chimiques ou de taxonomie. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé de récupérer tous les fragments de cette colonie, quelle est la suite du programme? Eh bien, une fois qu'on a fini de travailler sur cette colonie, on part à la recherche de la prochaine colonie. On répète tout ce travail pour chacune des 3 espèces. En ce moment même, un autre groupe de plongeurs s'occupe des prélèvements de poissons tandis qu'au-dessus de nos têtes, David Montmarché, le chef plongé, vient de rentrer dans l'eau pour effectuer des filtrations d'eau de mer. David, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous vous apprêtez à faire? Alors, je m'apprête à prélever donc du plancton dans la colonne d'eau, au-dessus des colonies, à l'aide d'un scooter sous-marin. Tout ça va servir donc à étudier la biodiversité de la colonne d'eau pour pouvoir la comparer à celle à l'intérieur des colonies. Après 1 heure de plongée, les scientifiques sont de retour sur le pont arrière de Tara. Ils se dépêchent maintenant de traiter les échantillons récoltés sous la surface. Émilie Boissin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire maintenant? Voilà, donc là, on s'occupe de traiter toutes les colonies de corail qu'on a récoltées. On a 3 espèces, donc 3 personnes qui traitent une espèce chacune. Et on les met dans des tubes de tailles différentes et des petits sacs plastiques aussi, qui sont tous destinés à des équipes différentes, avec des traitements différents, certains pour la génétique, d'autres pour la chimie, d'autres pour la reproduction ou encore la taxonomie. Et il y a également d'autres protocoles qui sont réalisés ici? Oui, en même temps, on traite aussi les poissons qu'on vient de récolter et aussi l'eau qu'on a récoltée autour des colonies de coraux qui se passent derrière dans le laboratoire humide par des filtrations. Les scientifiques resteront encore 1h30 sur le pont arrière, le temps de traiter tous les échantillons avant de préparer le matériel pour la plongée du lendemain. Comme pour chaque île, sur le passage de la goélette, l'équipe scientifique répétera le même protocole sur 3 sites le long du récif corallien.
Alors on vient de voir des chercheurs prélever des échantillons de corail, de poissons, d'eau de mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vont servir tous ces échantillons ? Alors ça, c'est le cœur, c'est le cœur de l'expédition, parce que ces échantillons, d'abord, le cœur, c'est d'arriver à prélever comme on souhaite, c'est-à-dire les espèces que l'on veut, les endroits que l'on souhaite, par rapport à un plan établi préalablement, qui a été mis en place avec l'ensemble des équipes scientifiques. Ensuite, ces échantillons sont tous rassemblés, expédiés sur la métropole, notamment au Génoscope, qui est le centre de séquençage national, qui rassemble tous les échantillons et qui ensuite... Du coup, c'est un lieu où on va lire le génome de tous les morceaux de corail, les morceaux de poissons, les bactéries, tout ce que vous trouvez dans vos échantillons, on va regarder. C'est effectivement ça, mais alors, dans ce contexte-là, le centre de séquençage agit d'abord comme un lieu où on envoie tous les échantillons et ensuite une partie des échantillons repart dans notre laboratoire. Il y a des échantillons qui sont faits pour faire par exemple de la physiologie du corail, ils vont partir dans un laboratoire, d'autres qui sont faits pour faire de la reproduction, ils vont partir dans notre laboratoire, et puis il y a des échantillons qui vont être destinés à être séquencés. Parce que tous ces microbes que l'on a, on ne les voit pas à l'œil humain, ou on les voit très très mal à l'œil humain, et on ne les différencie pas à l'œil humain. Donc le seul moyen de les caractériser, c'est par leur génome. Donc on va séquencer et le corail et tous ces micro-organismes qui vivent avec pour caractériser la diversité de ces micro-organismes. Et donc c'est le centre de séquençage national, le Génoscope, en France, qui va nous aider à faire tout ce séquençage. Et alors, pour prendre un exemple, par exemple, je crois qu'une des thématiques de recherche, c'est de voir la capacité d'adaptation du corail aux changements environnementaux. Est-ce que c'est possible d'expliquer comment, avec des échantillons, on arrive à voir comment un corail peut s'adapter à son environnement? Alors, on ne va pas voir l'adaptation en direct parce que l'adaptation demanderait à regarder au fur et à mesure du temps. Mais par contre, on va comparer des sites qui ont été impactés par des stress de façon différente. Et à partir de là, on va pouvoir voir si effectivement les génomes que l'on trouve, les microbes que l'on trouve, sont les mêmes, ne sont pas les mêmes, et à quelle est la partie qui est la même, quelle est la partie qui est différente. Et l'avantage, c'est comme on va avoir quand même 40 sites, sur chaque site 3 localisations, on va avoir tellement de sites que l'on va pouvoir avoir justement cet aspect comparatif et le mettre avec un peu l'histoire du récif à cet endroit-là. Alors oui, je crois que l'expédition Tara, à terme, c'est 35 000 échantillons. Du coup, elle est comparable pratiquement aux grandes expéditions naturalistes de la fin du 19e où les gens faisaient des collections de plantes, d'animaux destinés aux cabinets de curiosité. Vous, on peut dire que vous faites des collections de gènes destinées aux banques de gènes? C'est un petit peu ça, avec évidemment l'intérêt d'essayer de bien intégrer que derrière ces gènes, c'est des organismes microscopiques. Et justement, comme on ne peut pas les voir et les mettre en collection, comme on avait pu mettre en collection, je dirais, à la fin du 19e siècle, mais là, on fait des collections de séquences d'ADN qui correspondent à des organismes différents. Alors il y a un type de prélèvement bien particulier que vous faites, c'est des carottes cylindriques de corail de près d'1 mètre de long. Alors on va voir tout de suite comment sont faits ces prélèvements et après on vous expliquera comment ces carottes permettent de reconstituer la vie du récif sur presque 100 ans. Alors que Tara a récemment gagné les côtes des Samoa, le protocole d'échantillonnage se poursuit à bord de la goélette. Parmi les 3 espèces de coraux ciblées par les scientifiques au cours de cette expédition, le Porites lobata intéresse particulièrement Guillaume Ivankov du CRIOP de Perpignan. Depuis l'arrivée de Tara dans le Pacifique, c'est lui qui est en charge des prélèvements de cette espèce via un protocole singulier. Ce matin-là, nous embarquons avec lui à bord d'une annexe à moteur pour gagner l'extérieur de la barrière de corail. Après quelques repérages, Guillaume a identifié une colonie dont la taille pourrait correspondre aux critères de prélèvement. Il a emporté avec lui un imposant compresseur relié à une curieuse machine, une carotteuse. Grâce à un carottier de 45 cm, il va pouvoir creuser au cœur du Porites pour en extraire de précieuses informations. Corail massif, le Porites renferme dans son squelette calcaire la mémoire de l'océan. Comme les autres espèces étudiées durant l'expédition, on la trouve sur l'ensemble de la zone Pacifique et donc dans des environnements très différents. En étudiant le rythme de croissance de cette espèce au fil du temps, les scientifiques espèrent mieux comprendre les changements climatiques passés pour anticiper ceux à venir. Mais avant cela, Guillaume Ivankov va devoir lutter contre un squelette calcaire résistant et le fort courant pour espérer prélever cette précieuse carotte de Porites. Au milieu d'un nuage de particules calcaires, il faudra près d'1 heure aux scientifiques pour venir à bout de cette opération.
Il tient alors entre ses mains une partie des archives de l'océan Pacifique qu'il va à présent falloir analyser. De retour sur le pont arrière de Tara, Guillaume doit extraire son échantillon de la carotteuse et commencer à reconstituer la carotte de Porythes, souvent fragilisée lors du prélèvement. Il s'agit aujourd'hui de la 13e carotte depuis le début de l'expédition. Ce qu'on va faire, on va remonter la carotte pour pouvoir en déterminer la longueur totale. Et cette longueur totale, en connaissant sa progression, sa croissance d'1 cm par an, on va pouvoir dire, ben voilà, grâce à cette carotte, on peut remonter de 90 années si c'est 90 cm, 85 années si c'est 85 cm. On est approximativement à 88 cm. Donc si on considère les 1 cm de croissance annuelle, on serait sur un ensemble de données de 88 années. Après avoir été conditionnées, ces carottes prendront elles aussi la direction des laboratoires européens pour passer au scanner. C'est sous la lumière des rayons X qu'elles révéleront des traces sombres qui, comme les cernes d'un arbre, marquent les différentes étapes de leur croissance. Un voyage dans le temps et l'histoire de l'océan qui pourrait permettre d'en apprendre davantage sur les changements climatiques en cours. Dans le reportage que cette carotte de corail permet de reconstituer la vie du récif sur près de 90 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? Alors, c'est parce qu'en fait, on fait comme si on faisait une série temporelle dans le corail, comme un peu les cercles dans un tronc d'arbre. Vous coupez les cercles des troncs d'arbre et vous avez ces stries circulaires qui vous donnent chaque année une croissance de l'arbre. Là, pareil, on a chaque année donc des bandes qui sont en fait où l'on peut reconstituer l'âge finalement de la carotte et ensuite on va analyser à l'intérieur la chimie du corail qui, en fonction de la température qu'il y a eu, qui en fonction de l'acidité de l'océan qu'il y a eu, qui en fonction de la pluie qu'il y a pu y avoir et de l'eau douce qu'il y a eu, va avoir assimilé de façon un peu différente les différents éléments dans son squelette. Et en analysant les éléments dans son squelette, on va pouvoir reconstituer le climat à ce moment-là et donc reconstituer un peu l'histoire l'histoire climatique qu'a vécu le corail sur les 100 dernières années. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 35 000 échantillons, ceux-là, puis tous les autres que vous avez faits. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il va falloir pour étudier tous ces échantillons ? Alors c'est un travail colossal, analyser 35 000 échantillons. Alors il y en a qui sont destinés à faire de la reproduction, il y en a qui sont destinés à faire de la taxonomie, il y en a qui sont destinés à faire de la physiologie, il y en a qui sont destinés à faire des analyses sur des chromosomes, et il y en a qui sont destinés effectivement à faire aussi du séquençage à haut débit. On estime qu'on aura les premiers... Alors déjà il nous faut finaliser complètement l'échantillonnage qui va encore durer 1 an à peu près. Et une fois que l'on a ça, on estime qu'on aura déjà des résultats généraux qui sortiront à peu près au bout d'1 an. Et puis ensuite, c'est, je dirais, entre 5 et 10 ans pour avoir l'analyse complète de tous ces échantillons et finaliser complètement tous les différents aspects que l'on veut analyser. Et alors une question budgétaire, parce que la recherche c'est aussi du budget quand il faut comme ça travailler sur des années. Est-ce que quand vous montez le projet Tara, vous budgétisez aussi une partie de la recherche de l'analyse après ou c'est aux équipes de... Alors dans le contexte de Tara Pacifique, quand on a monté le projet, on a eu d'abord la chance que l'ONG Tara dise voilà, nous on vous met à disposition le bateau et du matériel scientifique sur le bateau. Donc ça c'était déjà énorme. Ensuite, on a eu très rapidement les partenaires comme Paris Sciences et Lettres ou comme le CNRS qui sont venus nous amener des crédits pour faire ce qu'on appelle le fonctionnement direct. En gros, payer les billets d'avion pour les scientifiques, payer les missions pour être sûr que l'on pouvait faire à la fois l'échantillonnage et avoir les personnes pour faire l'échantillonnage. Après, quand on est parti, on n'avait aucun crédit pour faire la suite des analyses. Et c'est au fur et à mesure que la mission se développe que l'on acquiert ces crédits. Donc on a eu un financement par France Génomique qui va financer l'ensemble des séquençages. On a eu maintenant un financement par l'Agence nationale pour la recherche qui va commencer à nous permettre de financer les analyses avec notamment des salaires pour des postdoctorants
doctorants ou pour des doctorants pour faire les analyses que l'on doit faire et qui seront supervisées, bien entendu. Et puis, c'est au fur et à mesure du temps que l'on va récupérer des financements en fonction des appels d'offres, en fonction de partenaires, voire de mécènes qui pourraient être intéressés pour intervenir et pour associer finalement leur démarche à la démarche de Tara Pacific. Et alors, il y a des premières analyses qui ont commencé. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats ? Oh, ils sont très préliminaires, mais ce que l'on peut dire, par exemple, c'est que les taux de calcification dans ces carottes sont très différents entre les sites et que c'est pas forcément dans les sites les plus éloignés que l'on a des calcifications qui sont les meilleures. Ce n'est pas forcément dans des sites où l'eau est plus froide que l'on a des calcifications les meilleures et qu'il y a une variabilité dans cette calcification qui est assez importante et on se pose la question de pourquoi. Un autre exemple, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une adaptation des algues qui sont dans le corail, ces fameuses zooxanthelles qui vivent en symbiose avec le corail. Eh bien, il y avait une adaptation dans leur expression génique entre le moment où elles sont dans le corail et le moment où elles sont libres dans la colonne d'eau et qu'elles fonctionnaient complètement différemment. Et là aussi, pourquoi ce fonctionnement est différent? Ça fait partie des questions que l'on va continuer à répondre. Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'analyse va prendre beaucoup de temps, c'est qu'on va rapidement répondre à certaines questions, mais qui vont nous en poser d'autres. Et donc, on va être dans une succession de questions. Et comme on a fait un échantillonnage qui est très large, qui est très important, on va pouvoir revenir sur ces échantillons pour continuer sur ces nouvelles questions ou interrogations que l'on aura. Et alors là, moi, en termes d'analyse, mais plus aussi en termes d'observation. Donc ici, on a beaucoup parlé du blanchissement l'année dernière. Vous venez de traverser le Pacifique. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau sur ces questions-là ? Alors, appris de nouveau, on ne peut pas dire qu'on a appris des choses nouvelles, mais on s'est surtout rendu compte de l'impact du blanchissement actuellement dans le Pacifique et dans des endroits qui sont très isolés, dans certaines îles qui sont complètement inhabitées, où on pourrait penser qu'il y a peut-être une bonne préservation, eh bien, vous avez du blanchissement aussi important que dans des endroits qui sont habités. Donc finalement, ce que l'on s'est rendu compte, c'est que ces phénomènes de blanchissement étaient assez régionaux à l'échelle du Pacifique, à assez grande échelle, et que l'on avait à des endroits des mortalités très importantes. Donc ça nous a permis de renseigner sur des endroits plus isolés, moins renseignés, d'avoir les informations sur les blanchissements et sur l'importance du blanchissement. Et là, vous revenez ici des Chesterfield. Qu'est-ce que vous avez pu constater là-bas ? L'équipe scientifique, moi j'étais pas à bord, mais l'équipe scientifique qui m'a rapporté un peu ce qu'ils ont vu, pour eux, c'est les plus beaux récifs qu'ils aient jamais vus depuis le début de l'expédition. Donc on est vraiment sur des récifs qui sont assez exceptionnels d'un point de vue de leur richesse, de leur diversité, mais aussi de leur vitalité, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de coraux morts, tout est très vivant et une diversité très très importante. Alors un des défis logistiques de cette expédition, c'est aussi d'envoyer au fur et à mesure tous les échantillons que vous collectez au fur et à mesure de l'expédition. On regarde ça tout de suite en images. Alors que la mission de Tara dans l'archipel des Tuamotu vient de s'achever, le retour de la goélette dans le port de Papeete a marqué le début d'une autre aventure en forme de course contre la montre. Dans les cales du navire, des centaines d'échantillons attendent patiemment d'être expédiés dans les laboratoires partenaires pour débuter le long travail d'analyse. Ils seront plusieurs dizaines de chercheurs à travailler durant près de 10 ans dans différents laboratoires pour lever le voile sur les secrets de ces précieux prélèvements. Colombie, île de Pâques, Dulce Island et Gambier, les scientifiques n'ont que quelques heures pour conditionner le fruit de mois de travail dans le Pacifique depuis le quai de Tahiti. Mais pour les épauler dans leurs tâches, les membres de l'équipage peuvent compter sur un atout de taille. Derrière ses lunettes bleu lagon, Rainer Friedrich est un homme pressé. Depuis l'expédition Tara Océan, il est en charge de coordonner l'acheminement des échantillons du bord depuis les 4 coins du monde. Where the shipping takes place for Tara is always a very remote place. Sometimes I do not have agents. I have to do it all by my own. Here in Papeete I have a great agent. And so it is a little bit more easier. You really have to be here just to organize, to coordinate the packing, the export, the import. Parmi les échantillons les plus fragiles, ceux conservés dans l'azote liquide doivent être traités en priorité. Pas moins de 1000 d'entre eux vont ainsi être expédiés vers le génoscope d'Evry pour étudier leur génétique et le lien entre les bactéries et la santé des récifs coralliens.
Au cœur de ces prélèvements, les précieuses ADN et ARN courent le risque de se dégrader sous l'effet du stress causé par les variations de température. Les échantillons sont ainsi stockés dans de la carboglace, une glace sèche qui s'évapore rapidement et réclame donc une attention toute particulière. En quelques minutes, les cartons de transport sont déployés sur le quai et patiemment étiquetés. Pour Rainer, le lien avec Tara dépasse de loin le cadre professionnel. It's a nice family, a nice community with very good relationships, and I'm always happy to enter the ports and see the crew go on Tara. This project is my baby, and I'm really focused to make this a success, like we had with Tara Oceans, which was 100% success. It's a very highly sensitive shipment. Yeah? It's really a treasure for our planet, and that makes me really care about it. Au terme d'une matinée de travail, les échantillons sont chargés dans des camions de transport en direction de l'aéroport. Il faudra encore passer les douanes et les scanners avant d'enfin parvenir dans la soute d'un avion de ligne à destination de Paris. Dans quelques heures, le précieux chargement aura rejoint les laboratoires dans lesquels l'aventure Tara Pacific ne fait que commencer. Dans ce reportage, qu'une des contraintes, c'est de remplir les autorisations officielles. Alors, est-ce que c'est compliqué de négocier toutes ces autorisations pour faire les échantillonnages et après pour faire sortir ces échantillons des différents pays que vous traversez ? Alors, compliqué, je dirais que ce n'est pas le terme vraiment que j'emploierais parce que c'est lourd administrativement, parce que chaque pays a une démarche spécifique et qu'il faut cumuler à la fois des autorisations pour faire rentrer le bateau dans un pays, il faut cumuler des autorisations de visa pour les personnes, il faut cumuler des autorisations pour échantillonner, faire de la recherche, mais également pour collecter des échantillons et après pour expédier des CITES et autres. Donc en fait, c'est plus la somme des autorisations qui est lourde administrativement. Après, Tara ONG a une lisibilité reconnue, connue, et finalement, dès qu'on fait une présentation rapide, il est bien reconnu qu'on n'est pas là dans un contexte de venir piller finalement les ressources. Toutes les données que l'on a seront ensuite complètement publiques, donc on n'a pas tellement de problèmes de gens qui sont opposés à l'échantillonnage, mais le plus gros problème, c'est de se retrouver dans des circuits administratifs qui sont parfois longs et difficiles à mettre en route. Ça n'a pas été le cas, et j'en profite pour le dire, en Nouvelle-Calédonie, où on a eu effectivement une relation assez très facile avec les autorités locales, et on a eu des autorisations assez rapidement, parce qu'il y avait aussi, là aussi, une connaissance de ce qu'était Tara, de l'ONG, du contexte et du contexte scientifique, plus pour de la recherche pour la connaissance, et finalement pas une recherche avec un but appliqué d'obtenir, je dirais, des revenus d'une recherche. Vous avez déjà répondu en partie à ma question suivante, c'est-à-dire que vous avez dit que les données sont publiques, c'est-à-dire qu'effectivement, et l'accès aux échantillons et les informations qui recèlent. Alors, l'accès aux données qui seront issues de cet échantillonnage seront tout publics, puisqu'il y a une convention et un accord de consortium qui est signé au sein de tous les partenaires de Tara Pacific qui stipule que les données doivent être publiques et doivent être utilisables. Donc les données seront mises dans le contexte d'agences internationales européennes sur lesquelles il y aura un accès direct au séquençage, mais aussi à d'autres données. Les échantillons ne sont pas complètement en accès direct parce qu'on préfère pour le moment conserver la matière originale selon s'il y a des analyses supplémentaires à faire, etc. Mais toutes les données qui sont extraites de ces échantillons sont complètement publiques, oui. Alors la précédente expédition de Tara était dédiée au plancton. Elle avait permis de découvrir des dizaines de milliers de nouveaux virus, bactéries, organismes unicellulaires. Est-ce que la découverte de nouvelles espèces est un des enjeux de ce type d'expédition ?
La découverte de nouvelles espèces en tant que telle n'est pas vraiment l'enjeu de la mission. L'objectif n'est pas de découvrir des espèces. L'objectif, c'est plus de découvrir la diversité des espèces microbiennes, bactéries, virus, différents protistes, différents partenaires du plancton, qui vivent en association avec le corail. C'est surtout ça. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une bonne idée de cette diversité d'espèces qui vivent avec le corail. Quand on parle de l'homme, par exemple, on sait que c'est à peu près 300 espèces de bactéries qui vivent sur un corps humain. Sur le corail, on ne sait pas trop, et on ne sait pas trop non plus à quel point ça change d'un endroit à un autre. Si vous êtes en Polynésie, si vous êtes en Nouvelle-Calédonie, si vous êtes en Indonésie, c'est des diversités de coraux totalement différentes. Est-ce que c'est partout la même chose parce que c'est un minimum nécessaire? Est-ce qu'il y a une base commune et puis beaucoup de variations entre les différents endroits? Tout ça est complètement inconnu, et là on aura une redéfinition quelque part du corail dans sa communauté entière, dans sa communauté bactérienne et microscopique globale. Alors là, vous restez encore 2 semaines en Nouvelle-Calédonie. Vous partez, le bateau part à Entrecasteaux. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que vous allez y faire, ou ce que l'équipe va y faire? Voilà. Alors avant de vous dire peut-être ce qui va être fait à Entrecasteaux, je reviendrai un peu sur le concept de Tara Pacifique, qui est d'une part d'avoir cette mission à l'échelle du Pacifique dont on vient de parler, mais qui est aussi de venir en appui aux recherches locales selon les endroits où on est. Alors on ne peut pas le faire partout parce que, évidemment, en 2 ans, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a toujours des limites, même si 2 ans c'est déjà très très long. Mais lorsqu'on était en Polynésie, on a eu des programmes de recherche spécifiques d'à peu près 15 jours, 3 semaines sur la question du blanchissement, sur lequel il y a eu des équipes variées qui sont venues. Idem lorsqu'on était sur Wallis et Futuna, on a eu une étude avec la direction à l'environnement de Futuna pour un inventaire de tout ce qui était la zone Futuna au niveau récif corallien. Là, dans le contexte calédonien, moi j'avais souhaité que le bateau soit finalement proposé au CRESICA, qui est l'organisme qui gère l'ensemble des organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie, pour que s'il y avait une possibilité d'usage et un intérêt d'utiliser cette plateforme de recherche, eh bien, les organismes de Nouvelle-Calédonie puissent l'utiliser. Donc là, c'est le cas. Il y a eu un consortium entre l'Université de Nouvelle-Calédonie et l'IRD qui s'est mis en place avec un intérêt d'aller s'intéresser au récif d'Entrecasteaux. C'est particulièrement intéressant parce que comme c'est des actifs qui sont loin, finalement, utiliser une plateforme comme Tara, le bateau, c'est l'idéal. Et là, ils vont s'intéresser à l'aspect guano, c'est-à-dire l'aspect enrichissement par les colonies. C'est les excréments des oiseaux, voilà, exactement. Donc ils vont s'intéresser à est-ce que cet enrichissement du fait de populations d'oiseaux très importantes dans la zone d'Entrecasteaux, est-ce que cet enrichissement en excréments, qui est des enrichissements en phosphate et en nitrate, vont entraîner sur toutes les chaînes trophiques, à la fois sur l'île, mais avec également sur le récif, vont entraîner des enrichissements au niveau du récif et des productions plus importantes. Et donc ils veulent essayer de voir si justement l'effet oiseau, qui pourrait être quelque chose que l'on pourrait protéger, eh bien, aura des répercussions ou a des répercussions sur le récif. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis à bord, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je souhaite bon vent à toute l'équipe et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Au cœur des sciences.